Cette ce conférence webinaire. va maintenant être enregistrée. euh, et puis les autres participants nous rejoindront au cours du webinaire. Voilà. Donc ce webinaire, il a pour sujet la diffusion de la culture en ligne et il vient prolonger une précédente table ronde qui avait été proposée lors du dernier forum Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine, qui avait été organisé par l'agence A, avec qui nous co-organisons ce webinaire. L'idée, c'est de faire un point un peu après un an de circonstances un peu problématiques, on va dire, du fait des conditions sanitaires. Nous allons commencer donc par entendre trois présentations de projets. Donc, on va commencer avec Albin de Latour, le directeur du festival Mille Une Notes. On continuera avec Lise Saladin de la manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous finirons avec Jean-François Alcolea de la compagnie Alcolea et compagnie. Euh, donc pour faciliter un peu le déroulé de ce webinaire, nous vous invitons à couper vos micros dans un premier temps et puis à les allumer seulement si vous souhaitez intervenir à l'issue des trois présentations. L'idée, c'est bien d'écouter les trois présentations de projet et puis après avoir des échanges avec les présentateurs ou même éventuellement entre vous. Juste pour préciser également que pour faciliter un peu la pseudo-interaction, il est possible d'afficher la seule personne qui parle. Dans le haut de votre fenêtre, vous avez un petit menu déroulant qui vous permet d'afficher soit tout le monde, soit d'afficher seulement l'intervenant. Voilà, donc ça peut être un peu plus agréable plutôt que d'avoir une mosaïque de miniatures un peu étrange. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour cette petite introduction. Je vais laisser la main à Sylvain Cousin de l'agence A qui va vous présenter l'agence. Merci Brice. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai la mission ce matin de vous présenter là rapidement. On profite de ce moment-là pour vous présenter l'agence, simplement signifier notre intérêt de contribuer à nouveau à cette question de la diffusion culturelle numérique aux côtés de la région Nouvelle-Aquitaine et donc de son service numérique culturel. À savoir que là, donc l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine est un outil au service de l'ensemble des acteurs culturels de la région, que ce soit les élus, les artistes, les professionnels associés, quel que soit leur statut. Un outil au service de tous les champs disciplinaires de la culture, même si historiquement on a un passif très spectacle vivant depuis quelques années, notamment depuis la fusion des régions. L'agence est concernée par tous les champs disciplinaires. Tout cela au service d'une facilitation, on va dire, des politiques culturelles à l'échelle régionale et territoriale. Structurellement, l'agence est une association de loi 1901, financée par l'État et la région. C'est à noter, et d'ailleurs je vous signale que cette association permet depuis un an maintenant l'adhésion des structures et des professionnels. Ainsi, vous est possible, si vous le souhaitez, de contribuer aussi à cet endroit, à la gouvernance et aux travaux de là. Côté géographie, donc l'agence, nos actions couvrent l'ensemble de la région et l'ensemble de ses acteurs. Notre équipe est répartie sur 3 sites, Poitiers, Limoges, Bordeaux. Et concernant nos actions, alors si je dois synthétiser, on va dire que nos actions se déclinent principalement en 4 axes. Vous avez l'accompagnement des professionnels, la production et le partage des connaissances, l'information et la valorisation des acteurs, et puis il y a un axe aussi sur le dialogue social. Concernant ce que je peux vous dire sur l'accompagnement et la coopération, donc notre objectif pour nous, c'est vraiment de renforcer les compétences sur le territoire, à la fois des professionnels et des entreprises. On mène des accompagnements individuels, collectifs, à travers des réponses à des questions circonstanciées, que ce soit dans le cadre donc de rendez-vous conseils, de réponses directes. Il est possible aussi de mobiliser l'équipe de l'agence pour toute question. On a un mail générique qui s'appelle J'ai une question, @la-nouvelle-aquitaine.fr. Et puis on propose aussi des dispositifs d'accompagnement plus impliquants de part et d'autre, comme un dispositif d'accompagnement qui s'appelle API, qui dure sur 6 mois.
ou des accompagnements collectifs. Alors là, plutôt sur des groupes métiers, par exemple. Donc là, on relance depuis peu un groupe métier chargé de diffusion culturelle. Un autre est en train de se lancer sur les métiers de l'administration. Voilà, ce genre de collectif avec pour but, voilà, de faciliter bien sûr la coopération entre les professionnels et puis la structuration de tous et toutes et finalement de l'environnement au global. À noter sur le volet accompagnement comprend pardon aussi l'organisation aussi des rencontres professionnelles et puis du forum Entreprendre dans la culture en Nouvelle-Aquitaine qui se déroule tous les ans en novembre. Voilà, et puis d'autres rencontres, d'autres formations, enfin je vous passe les détails. Autre axe important, c'est celui de l'observation culturelle pour apporter des repères et des données. Vous avez à disposition notamment sur le site le résultat de ces travaux. Donc on mène de nombreuses enquêtes sur différents champs, par exemple sur les arts visuels, sur la filière des musiques actuelles. Vous avez à disposition aussi des bases de données, un annuaire du spectacle vivant et différentes publications. Par exemple sur le financement public de la culture. Là, tout récemment, on vient de sortir une étude sur l'emploi dans le spectacle en Nouvelle-Aquitaine, l'emploi intermittent, donc qui permet voilà d'avoir des chiffres précis et le plus à jour possible. Là, les collègues de l'Observatoire mènent actuellement aussi, pour information, un gros chantier sur l'impact de la crise, donc qui se décline en plusieurs missions. Et vous allez avoir un tableau de bord qui va sortir là courant avril, un tableau de bord trimestriel, donc il va s'actualiser trimestriellement avec un ensemble d'indicateurs et de données pour permettre voilà, d'avoir des concrets sur cet impact de la crise. Je finis rapidement. Troisième axe, l'information et la valorisation des acteurs. Donc là, vous avez à disposition un site internet, des actualités, des ressources sur le secteur culturel, des publications. Je cite notamment le magazine L'Infu qui sort tous les trimestres avec un dossier spécial et d'ailleurs, alors, la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, mais on a sorti notamment un dossier il y a un peu moins d'un an sur la culture numérique en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ce type de dossier se présente également dans l'affût. Vous avez des newsletters aussi récurrentes. Et puis, je vous le disais, il y a le quatrième axe, c'est celui de l'animation du dialogue social. Effectivement, nous portons la question de la coopération à toutes les échelles. C'est aussi à l'endroit de la construction des normes de travail qu'on essaie aussi d'œuvrer. Donc, il existe le COREPS, qui est le Comité régional des professions du spectacle, où là se réunissent les syndicats, employeurs, salariés, l'État, les collectivités, l'AFDAS, Pôle emploi, enfin en gros tous les acteurs qui œuvrent sur la question de l'emploi et de la formation. C'est un comité qui se réunit tous les mois et qui permet si je le fais en synthétique, de dénouer des problèmes, de porter des préconisations et puis voilà, d'être un endroit de concertation pour les politiques publiques. Voilà, ça c'est pour l'ensemble des axes. Pour conclure, comme je vous le disais au début, nous remercions vivement le service culturel numérique et son équipe de nous embarquer dans ces réflexions, ces échanges de pratiques autour des innovations en matière de création et de diffusion culturelle. Pour nous, notamment en tant qu'observatoire des politiques culturelles, c'est assez précieux de capitaliser à vos côtés sur vos pratiques, de pouvoir les comprendre, les analyser et contribuer à leur compréhension dans un premier temps. Et puis peut-être aussi à leur essaimage ou tout du moins à leur accessibilité dans un deuxième temps, que ce soit dans une rencontre professionnelle comme aujourd'hui ou encore une fois dans le forum Entreprendre dans la culture. Et ceci à cet endroit qui nous semble important, c'est même primordial, c'est celui de la coopération entre les pouvoirs publics, les opérateurs, les acteurs culturels, les artistes, bref l'ensemble de la communauté professionnelle et l'ensemble des territoires. Voilà, pour nous c'était important aussi d'être présent et support de cette action aujourd'hui. Merci Sylvain. Je vais laisser la parole à ma collègue Julia Garato qui va présenter le service numérique culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes et à tous. En 2 mots, vraiment pour laisser la place ensuite aux échanges. Donc, je suis Julia Garato, je suis accompagnée de mon collègue Brice Boucard
qui a introduit cette séance. Nous sommes tous deux chargés de mission au sein du service numérique culturel de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc un service rattaché à la direction de la culture et nos missions s'articulent autour de 3 grands axes. Un axe connaissance et animation du secteur. Connaissance puisque nous animons et nous menons un travail de veille au quotidien sur le secteur numérique culturel francophone. Ça se matérialise par la mise en place et la production d'inforessources sur notre site numérique-culturel.fr et relayé une fois par mois via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire directement depuis le site. Un travail d'animation du secteur par notamment l'organisation de temps professionnels, de temps d'échange comme celui d'aujourd'hui, des tables rondes, des conférences autour de sujets numériques adaptés au monde de la culture. Et puis également de façon à faire rencontrer des opérateurs culturels avec des opérateurs du numérique pour faire dialoguer ces 2 mondes et créer des synergies et de nouveaux projets sur nos territoires. Le service a également un axe financier puisque nous portons un appel à projet conjoint avec la DRAC qui s'appelle Culture Connectée Nouvelle-Aquitaine et nous participons à des dispositifs conjoints avec d'autres directions de la culture tels que l'appel à projet Tourisme, Culture et Numérique qui est en cours aujourd'hui jusqu'au 31 mai, mais aussi des dispositifs autour de la transformation numérique avec notamment l'AMI diagnostic de maturité numérique auquel nous sommes sollicités dès qu'un opérateur culturel y prétend. Et puis le dernier axe d'intervention du service, c'est l'axe valorisation, puisque le service produit des objets éditoriaux au format divers pour valoriser, mettre en avant des initiatives numériques culturelles sur notre territoire, mais également pour traiter des sujets et des enjeux du numérique adaptés à la culture à travers des dossiers thématiques. Nous avons traité la question du patrimoine et du numérique à l'été dernier dans le cadre de 6 chroniques qui ont été publiées durant tout l'été. Et puis, il y a également le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, le dossier diffusion en ligne, ouvert également en 2020 sur notre site numérique-culturel.fr à la suite du premier confinement, lorsque nous avons participé à un groupe de réflexion sur le happening et le live en direct, en ligne, qui s'appelait donc Culture Live. Et puis, dans le cadre de la mise en place du premier webinaire sur la diffusion en ligne avec l'agence A lors du Forum Entreprendre la culture en novembre dernier, pour lequel nous avions exploré 3 modes de diffusion en ligne, la diffusion en direct, la diffusion en streaming et la diffusion interactive. Et donc, vous pouvez retrouver les restitutions et les ressources complémentaires de ces temps organisés en 2020 sur ce dossier qui est en une de notre site actuellement et qui sera enrichi dans les prochains jours des échanges que nous allons avoir tout de suite avec nos 3 intervenants néo-aquitains qui ont tenté l'aventure depuis la crise sanitaire en proposant une diffusion de contenu en ligne et à qui je vais céder la parole tout de suite. Je vous rappelle juste, donc on va enchaîner les 3 présentations. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions par écrit via le chat. Pour afficher le chat, c'est la petite bulle qui, en haut à droite de votre écran à côté des participants. Voilà, vous pouvez poser vos questions par écrit ou bien solliciter la parole et nous vous donnerons ensuite la parole avant d'ouvrir les micros pour éviter que tout le monde se parle en même temps. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous et on laisse la main aux intervenants. Alors, on va commencer par Albin de Latour, le directeur du festival 1001 Notes, qui a eu, on peut dire, la chance d'organiser une édition 2020 déconfinée, et puis qui a surtout proposé... Excuse-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Et donc, qui a pu proposer diverses expériences de diffusion en ligne. Albin, je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous, je suis donc Albin Latour et j'ai créé il y a 16 ans le festival 1001 Notes, qui est un festival de création et de découverte à Limoges. Et cet été, on espère également avoir la chance de faire une édition redéconfinée. Et on invitera Vladimir Cosma en musique de film, Tilassine en musique électro, Jordi Saval en musique baroque et bien d'autres. Et ce sera à Limoges du 24 juillet au 7 août. Et l'année 2020 et même les jours qui suivent sont bien compliqués pour nous tous. En fait, on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'on ne sait rien.
et que plus les échéances avancent, plus nous sommes dans le brouillard, et le maître mot, c'est s'adapter, se gonfler de courage, et vraiment tous, on peut y arriver malgré toutes les difficultés et cette morosité. Mais quand même, ces derniers mois nous ont permis de tester pas mal de choses. Et ainsi, dès le 22 mars 2020, on a commencé des concerts en live qui étaient intitulés Au Note Citoyen. Et Brice, si on peut regarder un petit extrait maintenant. C'est parti. Et le premier extrait avait été diffusé le 22 mars et c'était en direct, en conditions directes, chacun chez soi. Bonjour à tous. Bon, je suis Arthur Mégueret, pianiste et compositeur. C'était avec le premier, c'était avec un artiste qui s'appelle Artian Deliré, un artiste à Limoges. Lui, il était à Limoges. Le réalisateur était dans le bassin de Cachon. Il y avait un dessinateur pour habiller un peu les vidéos qui était à côté de Brive. C'était chacun chez soi. La difficulté, c'était que chacun devait faire des choses qu'il ne savait pas faire. Par exemple, le musicien devait faire la prise de son, devait faire la vidéo. Et voilà. Qui sont des pièces miniatures. L'histoire, c'est que je devais normalement enregistrer un disque de piano en belle note au mois de mars. Donc, comme ça ne va pas être possible, du coup, j'ai décidé de vous jouer certaines des pièces que je vais enregistrer maintenant, voilà, pour la première fois, du coup. J'ai pas beaucoup de son, Brice. Donc, c'est des pièces miniatures, pas très bien. C'est-à-dire qu'elles sont très courtes parce qu'elles contiennent 88 notes chacune. Donc là, je vais vous en fait, le son est très faible. Voilà, c'était. Et là, il est Artuan Deliré, qui est donc en direct chez lui, le réalisateur chez lui. Et on avait essayé de faire des petites animations sympas, comme avec dedans. Et à l'époque, c'était ça, c'était vraiment chacun était chez soi. On n'avait pas on pouvait absolument pas envoyer une équipe technique chez l'artiste. Et en fait, on est assez fiers parce qu'en fait, c'était dès le 22 mars qu'on avait lancé ces concerts, bien avant la Philharmonie de Paris ou même le Carnegie. On était vraiment parmi les premiers à réaliser ces concerts en live. Par contre, ce premier épisode, on a voulu le faire en multi-stream, c'est-à-dire le diffuser en direct sur Facebook, sur YouTube. On avait lancé quelques jours, 2 jours avant, un teaser. On avait fait un communiqué de presse qui a été très bien relayé. Et le soir, juste quelques minutes avant de lancer le concert, il y avait à peu près 300 personnes qui attendaient sur YouTube de voir le concert. Sauf que, vraiment, tout s'annonçait super bien, sauf que le concert ne s'est pas lancé sur YouTube parce qu'on n'avait pas coché la case sponsorisation sur la pub. Et sur Facebook, il y avait un décalage à peu près de 5 secondes entre le son et les images. Et en fait, ça a été une première expérience ultra douloureuse pour nous tous. C'était assez abominable, un sentiment de se dire qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû jamais faire ça. Pourquoi on s'est lancé dans l'aventure? Heureusement, le deuxième concert qu'on avait organisé 2 semaines plus tard, c'était avec un mandoliniste qui s'appelait Vincent Bier-Demandeur et il jouait de la musique de film. Et là, tout a marché. On avait à peu près 2000 personnes en tout, ce qui était quand même un beau succès. Sur la qualité, c'était encore perfectible. C'était assez flou, c'est pas très fluide, mais c'était quand même, on avait vraiment passé une bonne soirée. Et très rapidement, on a essayé de trouver des financements, notamment avec la Société Générale. Et on a eu en fait, j'avais eu la grande boss de la Société Générale, celle qui traite habituellement avec Bernard Laporte pour parler du sponsoring de rugby. Elle trouvait l'idée assez bonne, mais elle ne croyait pas vraiment au succès qu'on puisse avoir une ambiance. Et l'effet, ouais, c'est ça, c'est pourquoi pas. Et le but de ces concerts, c'était quoi? C'était dommage pour nous parce qu'on essayait quand même de trouver de l'argent pour donner des cachets aux musiciens qui en avaient vraiment besoin.
En tout, on a réussi à collecter 1500 € de financement participatif. On a eu 4 € de Google avec les vues, ce qui est rien. Et on a eu en tout à peu près 20 000 vues, mais on a quand même réussi à faire 3 cachets. Et à partir de du troisième concert, on a décidé de faire des faux lives, c'est-à-dire de faire une version de test la veille pour que le son soit meilleur et qu'il y ait moins de surprises. Et ensuite, quelques jours après, on a décidé de faire des concerts pour les enfants qui s'appelaient les Petits Zodiacs. À partir de un petit peu avril, l'audience a commencé à décliner parce que je pense qu'on avait tous assez d'être derrière des écrans. Et on a quand même réussi à faire un dernier concert le 11 mai pour le déconfinement, magnifique, où il y avait un violoncelliste qui s'était enregistré dans la nature. C'était assez beau. Et on a remis on a réussi à faire un festival en vrai, mais on a quand même fait 3 concerts live sans public. Et là, pareil, Brice, si tu peux le montrer le concert qui est Oui. avec Simon Graichi sur l'île de Vassilières. Le concert avait été enregistré en août, c'était encore un faux live. Il y a France 3 Nouvelle-Aquitaine qui avait diffusé le concert. Il y avait une équipe de 5 personnes, une équipe drone. C'était assez magique. En attendant que Brice le mette, j'ai encore meublé. Voilà la vidéo. Et ces concerts-là, de toute façon, si ça vous intéresse, vous pouvez les voir, ils sont sur YouTube. C'était un peu à l'idée, c'était de faire un petit peu à l'idée de Mille Notes, c'est-à-dire des rencontres entre la musique classique et les autres disciplines. Il y avait donc France 3 Nouvelle-Aquitaine qui avait diffusé ce concert. Ensuite, on a essayé de le faire en VOD. Par contre, ça n'a pas tellement marché. C'est-à-dire qu'on a eu à peu près 70 personnes qui ont acheté le concert. Ça faisait des revenus de 150 €. Et nous, ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que pour la partie VOD, ça ne marchait pas trop. Mon bilan, en fait, producteur de films, c'est un réel métier. C'est vraiment pas le même organisateur de concert. Mais la clé, c'est de trouver des financements importants et puis c'est d'avoir une audience. Que même des chaînes dont c'est le métier comme BBC TV en VOD, ils ont tout mal. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est faire justement une obsession d'activité. Là, aujourd'hui, on se dirige plutôt pour faire des tutos. Aujourd'hui, en fait, on a créé un blog et le but, c'est d'essayer de créer un média pour partager la musique classique. On travaille avec des amis en fait pour essayer de lancer ce média. Par exemple, là hier, on a lancé une interview du pianiste de Madonna et il y a 2 médiateurs qui travaillent pour nous et dont une qui est consacrée uniquement aux médias. Et voilà un petit peu l'expérience. Et là, Brice, il y a une petite vidéo de bilan de cette année un peu folle de 2020. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et à tout à l'heure. Et le bilan, le bilan, c'est que voilà, ça arrive. C'était juste quelques images un peu de tout ce qu'on a fait. Mais de la même façon, vous pourrez le trouver la regarder quand vous voulez sur YouTube. Alors, merci beaucoup et à tout à l'heure. Du coup, merci Albin. Désolé pour les petits soucis techniques de
son et de vidéo qui lag. Alors, est-ce que vous m'entendez en fait? Ok. Je vais laisser la parole à Alice Saladin, directrice déléguée de la manufacture CDCN, Nouvelle-Aquitaine, au sujet de leur projet Dansonner. Voilà. Lise, c'est à vous. Merci Brice. Je vous désigne comme présentatrice. Donc merci Brice et merci tout d'abord à l'agence A et au service numérique culturel de la région Nouvelle-Aquitaine pour cette initiative et pour leur démarche d'accompagnement du secteur et leur aide à la structuration, notamment de ce point de vue-là. Avant de partir sur le petit prédit que j'ai préparé pour cette initiative, pour ce webinaire, 2-3 mots sur le Centre de développement chorégraphique national. Donc, nous sommes situés à Bordeaux et à La Rochelle. Et nous avons comme mission, dans un premier temps, enfin, notre premier axe de travail, c'est d'accompagner la question de la création par différents modules, et notamment en production, de diffuser l'art chorégraphique. Notre second axe de travail est de mettre en relation, bien sûr, ces œuvres, ces artistes, avec des spectateurs, des personnes, dans une logique de démocratisation à l'art et de droit culturel. Et on a un troisième axe de travail un peu particulier en tant que CDCN au niveau national. Hein, il y a 13 CDCN en France. C'est d'avoir une attention particulière à la communauté artistique et aux nouvelles écritures théâtrales et pluridisciplinaires. Donc un croisement disciplinaire. Préciser aussi que ce que je vais aborder maintenant traite moins de la diffusion des œuvres que de la diffusion des savoirs chorégraphiques et artistiques, des savoirs et des connaissances dans une logique de développement de la culture chorégraphique. Préciser également, pour terminer cette toute petite introduction concernant le CDCN, qu'on est une équipe de 13 personnes et que 4 voire 5 personnes d'entre elles, en tout cas 4 personnes de l'équipe sont consacrées à la question de la médiation. C'est important parce que pour nous, le parti pris de l'outil que je vais vous présenter maintenant est réellement inclus dans cette logique de médiation et non pas une fin en soi. Voilà. Au niveau de la danse en particulier, on a Numéridance qui est vraiment au niveau national et international une des plus grosses banques de données d'images sur la danse, et donc eux sont bien évidemment tout à fait en capacité de prendre cette mission de diffuser l'art chorégraphique en soi. Donc on va bien parler de transmission de culture chorégraphique et donc de contenu culturel. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Non, ça patine un petit peu, mais ça arrive. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon, Lise, on le voit. Parfait. Alors, j'arrive pas à mettre en plein écran parce que j'ai plein de choses dessus, mais je vais tenter quand même. On y est. Voilà, donc je vais vous parler en fait de Dansonner et donc de ce programme de culture chorégraphique en ligne. Et je vais vous parler des 4 étapes de travail, c'est-à-dire que la première étape, c'est ce qu'on a nommé tout à l'heure, c'est-à-dire cette situation de pandémie, et donc qui a transformé complètement à chacun d'entre nous nos pratiques professionnelles. Et je vais vous dire un petit peu comment la chose a évolué, comme Albin a pu le faire tout à l'heure. Donc la première étape, hein, on a déjà parlé, on a tous été confrontés à ça, c'est comment dans ce premier confinement de mars 2020, on a pu, nous en tout cas, trouver une alternative pour continuer à agir dans des conditions pratiques dégradées, pour continuer à agir au niveau, bien évidemment, des artistes et notamment en lien avec tous les artistes qu'on accompagne, et bien évidemment en direction des publics et des personnes en direction desquelles on est extrêmement engagé en termes de mission. Alors, dans un premier temps, et ça c'est important, pourquoi au-delà, nous, en tant que Centre de développement chorégraphique national, on a un label, on a des missions de service public qui nous sont dévolues, donc on se doit aussi d'établir une continuité, bien sûr, à la fois de l'emploi artistique et à la fois des missions, notamment par exemple de la continuité pédagogique. Donc l'idée c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ne pas substituer le virtuel au vivant, hein, mais bien de faire dialoguer la création en train de se faire, ça c'est vraiment le principe de Dansonner, et l'histoire de l'art
en prise avec le monde et son actualité. Ça c'est vraiment le fondement en fait de l'idée de cet outil-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc c'était proposer des cours de danse en ligne, notamment nous on a des masterclass ou des entraînements réguliers du danseur, etc., etc. Donc c'était comment maintenir en fait ce travail de corps pour les danseurs. Notamment on a relayé une initiative. Alors toutes les initiatives qui étaient relayées, c'est-à-dire pas produites par nous, on fait, je dirais, état de questions de droit et de demande d'autorisation à chaque artiste. Donc, par exemple, tous les jours, Mathilde Monnier proposait un petit réveil matinal pour les danseurs. Donc, on relaye cette initiative. On en a relayé beaucoup d'autres. Par exemple, une pratique de Feldenkrais, c'est une pratique somatique pour les danseurs. On a aussi composé des podcasts en interne sur des thématiques précises. On a relayé des initiatives donc d'artistes autres que simplement des cours. Et on a aussi réalisé des commandes, et ça on en parlera, des commandes d'artistes tout simplement pour pouvoir permettre cette continuité de travail tout simplement pour les artistes. On a notamment créé des petites capsules de chorégraphie en appartement avec notre artiste associée Claudia Catarsi. Donc ça, c'était toujours sur la première étape. Je vais pas être trop long, mais c'était donc à destination de qui? Des personnes pour rester en relation, de la communauté artistique pour continuer à créer et du monde de l'art pour continuer à construire. Ça, c'était important pour nous aussi tout simplement, pour l'équipe, ça a réellement fédéré l'équipe. Alors comment? En tout cas au départ, première étape, c'est-à-dire en mars 2020, c'était en interne, en bricolant, et quand l'équipe le pouvait, puisque contrairement en tout cas à ce que nous, on pouvait entendre, c'est-à-dire on a du temps, le temps en fait, il fallait quand même se le composer parce que globalement, on était toujours très en lien avec tous les artistes qui étaient dans des situations extrêmement complexes. Donc voilà, il a fallu trouver le temps quand même pour produire cette chose-là. Donc comment, je l'ai dit tout à l'heure, en réalisant des commandes à des artistes pour maintenir l'emploi culturel, avec une publication au départ irrégulière, c'est-à-dire quand on en avait le temps, en définitive, ça pouvait être toutes les semaines, des fois ça pouvait être de manière un petit peu plus décalée, mais en tout cas c'était toujours sur le format d'invitation, c'est-à-dire c'était un agenda. On invitait un tel jour à une telle heure et à ce moment-là, on mettait ce contenu culturel en ligne qu'on laissait ensuite par la suite, sauf bien évidemment quand c'était un cours en direct. Donc au départ, c'était vraiment sur une base de contrat classique de production et ensuite on a affiné, je vous en parlerai tout à l'heure, sur la question des droits, notamment avec notre conseil avocat en fait, pour composer des contrats extrêmement précis sur ces droits. Et sans financement complémentaire, donc c'était vraiment du bricolage et des systèmes de coproduction interne qu'on faisait aux artistes qu'on impliquait. Et dernière chose sur cette première étape, donc on a fait plusieurs constats puisqu'on s'est demandé après le premier confinement si on faisait en sorte que cette initiative perdure. Donc, on a un tout petit peu sondé les chiffres, puisque sur Google Analytics, on a été regardé. Globalement, on avait sur chaque agenda, le premier agenda, on a eu 1900 visites. Et on a eu comme ça, alors maintenant ça s'est stabilisé à peu près à 1500, on est au 11e agenda, je vous en parlerai, mais ça reste extrêmement stable. Et l'agenda Danse en Air, c'est-à-dire ce qui concerne Danse en Air, est ouvert à 25%, alors ça va peut-être donner et sur un temps assez long. Et nos newsletters sont en général ouvertes à 10%. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée aussi de l'intérêt que ça peut générer. Je vous donne un autre chiffre pour avoir une idée. Le théâtre de la Ville à Paris, avec une introduction par Emmanuel Desmarcy-Motta, moi en tout cas sur un des streaming live que j'ai observé, il y avait 82 spectateurs. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'intérêt des artistes qui nous a été nommé, bien évidemment, puisque ça nous permettait de rester en lien avec eux et de travailler avec eux différemment, donc plus sur du contenu culturel, plus sur les arrière-plans culturels qui fondaient leur travail artistique. Des retours de public, ça on l'a dit, on a même des retours écrits, des lettres, on a beaucoup de retours de public, et un intérêt des tutelles, bien sûr, dans la mise en œuvre de nos missions, et un intérêt aussi de l'équipe, puisque globalement 6 personnes de l'équipe sont impliquées dans cette aventure-là. Toute l'équipe est bien évidemment impliquée, mais 6 sont vraiment impliqués sur la production de contenu, etc., etc.
Donc néanmoins, on s'est posé les questions suivantes, c'est-à-dire l'accessibilité, hein, puisque partant de notre base de données, je dirais spectateurs, c'est quid de l'accessibilité à tous et toutes, puisqu'on se gargarise souvent du fait que le numérique donne l'accès à tous et toutes, mais encore faut-il s'adresser à ces personnes-là. Donc ça, c'est un vrai travail que nous, on fait à l'heure actuelle. Donc on a remis en jeu tout notre travail, toute notre CRM, notre travail en direction des publics au niveau numérique, en tout cas notre base de travail. Le temps consacré à l'équipe, c'est un temps exponentiel puisque ces outils peuvent se déployer de manière exponentielle. Donc ça aussi, il a fallu travailler, le réguler, etc. La question des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure, et la question des moyens. Donc à la question, est-ce qu'on maintient cette initiative hors confinement? On s'est dit oui, ensemble et en équipe, mais dans quelles conditions? Et si on reparle de la question des moyens, Albin en a parlé tout à l'heure aussi, pardon, je reviens en arrière. Donc nous, bien évidemment, on est allé à la recherche de financement parce qu'on ne pouvait pas faire perdurer cette chose-là hors du confinement sans moyens complémentaires, puisqu'un travail en interne beaucoup trop conséquent. Donc pour penser en tout cas cette production de ressources, on l'a pensé dans une logique, comme je le disais tout à l'heure, de médiation, dans la mise en œuvre de nos actions en direction des personnes, et on a pu observer une transformation des pratiques, une modification des relations avec les publics et les personnes pour une vraie accessibilité. Ça, c'est un travail qu'on est en train de mener, hein, qu'on n'a pas encore, on est en train de développer cette chose-là. Ensuite, concevoir cette production de contenu culturel en impliquant plus d'artistes, de chercheurs, de journalistes, etc. Et on a mis en œuvre, au-delà des 6 membres de l'équipe qui travaillent de manière constante sur Dansonaire, un groupe de réflexion invitant notre artiste associé, nos artistes compagnons, qui sont 3 artistes néo-aquitains, et une structure qui s'appelle Boom Structure, qui est une librairie mobile, voilà, qui est un énorme référencement au niveau international quant aux livres de danse. Donc cette transformation des pratiques, c'est une ouverture des échanges pour observer différemment le champ et problématiser, puisque l'enjeu de Dansonaire est de problématiser la relation à l'œuvre et au savoir chorégraphique. Et peut-être une chose importante, c'est appréhender les effets du temps autrement. C'est un petit peu ce que cet outil nous amène à penser aussi, c'est-à-dire faire tenir ensemble une hétérogénéité de temps, c'est-à-dire à la fois anticiper et à la fois être dans une grande réactivité. Voilà, ce type d'outil-là, il faut penser très en amont, en fait, en tout cas les programmes que nous on met en œuvre, et en même temps, il faut avoir une énorme réactivité parce qu'on fait souvent des choses en direct, comme le disait Albin tout à l'heure, des fois on peut être dans des situations un petit peu périlleuses, donc c'est comment faire tenir tout ça ensemble, et donc effectivement, en termes de transformation des pratiques, un rapport au temps identifié, et notamment, on est en train de travailler en tout cas en interne, sur une charte sur le droit à la déconnexion, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça est exponentiel, et donc c'est comment à un moment donné s'arrêter, poser les choses en termes de temps en particulier. Alors en termes de financement, donc on est à la recherche, on vient d'en parler. On a sollicité un appel à projet Culture Connectée, donc porté à la fois par la région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC Nouvelle-Aquitaine. En même temps, on a déposé tous ces projets en même temps. En même temps, on a répondu à un appel au projet PNV. Alors, c'est Plan National de valorisation des contenus culturels numériques. Je donne dans le mauvais ordre, en tout cas, si vous tapez PNV, vous tombez dessus. Donc ça, c'est un budget qui vient en direct du ministère de la Culture. Et ensuite, on a demandé une aide à la création à la ville de Bordeaux. Et en effet, on a obtenu ces 3 financements-là au regard de ce qu'on avait déjà développé concernant Dansonaire. Je vous montre juste un exemple, mais sans aller dedans, puisqu'on n'aura pas le temps, mais un exemple de ce qu'est Dansonaire, c'est-à-dire que voilà, là, c'est notre 11e agenda qui est sorti le mois dernier. Alors maintenant, à partir du moment où on a eu tous ces financements, on a sorti donc un Dansonaire par mois. Donc toujours lié en général à quelques spectacles, alors qui n'ont pas lieu à l'heure actuelle, mais en tout cas à quelques spectacles et à des éléments qui étaient traités à l'intérieur de ces spectacles. Donc là, en l'occurrence, ça traite de la question de la danse et du féminisme. Voilà. Et donc, on a des invitations, comme vous pouvez le voir, des invitations sur un jour, sur une heure, à voir, à faire, à écouter. Et on joue aussi des différents supports et des différentes relations sensitives que peuvent apporter en fait le numérique
enfin nous, contrairement à ce qu'on dit, enfin la question du numérique, on dit souvent le numérique, mais il y a différentes formes de modalités. Pour avoir participé par exemple à un atelier en ligne, ça pouvait être extrêmement chaleureux. Voilà, donc on est aussi maintenant, eu égard au financement notamment de Culture Connectée et du PNV, de mettre en œuvre un site qui s'appelle Dansonaire. Donc là, je vous le montre juste comme ça. Il est en cours et on est en train de le développer avec des développeurs qui s'appellent C2 Studio, qui sont basés à la caserne Niel à Bordeaux, avec qui on avait déjà une première aventure au niveau du numérique, puisqu'on avait été producteur délégué d'une plateforme à la découverte de la danse qu'on a créée en 2016 en partenariat avec le Théâtre National de Chaliot, le Centre National de la Danse de Lyon et la Maison de la Danse et l'Association des centres de développement chorégraphique nationaux. Donc, on a déjà participé à ce type d'aventure-là. Et donc là, l'enjeu, puisque Data Danse, pour ceux qui connaîtraient cette plateforme, c'est en direction vraiment de néophytes, c'est-à-dire de gens qui vont à la découverte de la danse et comment les accompagner à s'exprimer autour de cette chose-là. Et là, et leur donner la parole surtout. Et là, l'idée, c'était à la fois d'offrir une interface pour les néophytes et pour les spécialistes et les initiés en danse. Donc, comme vous pouvez le voir, avec différentes modalités, voir, faire, écouter, lire. Et l'entrée principale, c'est la question des thématiques. Par exemple, danse et écologie qu'on a aussi développé, danse et expressionnisme, danse et postmodernité. On a des entrées de ce type-là. Et ensuite, on a, vous voyez, la thématique agenda par mois qui ressort. On a des extraits là de ce qui est proposé qui se déroule. Et là, on a un petit back-office de tout ce qui est proposé à l'intérieur de Dansonaire, du prochain site qui va sortir d'ici 1 mois et demi. Et pour terminer, donc la 4e étape, là on en est à la 2e, la 3e c'est la sortie du site, la 4e étape c'est aller vers une implication de plus en plus forte des personnes dans une logique de droit culturel. Ça veut dire quoi? On est en train, en tout cas l'équipe est en train de réfléchir à la création d'un club de spectatrices et de spectateurs sur un format un petit peu université populaire où on sollicite des gens qui habitent très, très proches de la manufacture, ou moins proches éventuellement, mais en tout cas qui ne sont pas du tout des spécialistes de danse. On va chercher ces personnes-là et on va les amener eux aussi à contribuer à Dansonaire. Et je reviendrai juste à 2 questions, au-delà de la question. J'ai plus de son. Lise, vous êtes encore là? Je pense qu'on a perdu Lise. Lise, vous êtes de nouveau parmi nous? Pour nous, à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai l'impression que mon micro est coupé. Oui, il y a eu un petit bug Voilà. sur la fin de votre présentation. Merci Lise. On va passer à Jean-François Alcolea de la compagnie Alcolea et compagnie. Je vous désigne comme présentateur pour que vous puissiez diffuser vos photos. Ok, mais hop. Alors, bonjour à toutes et à tous et ravi de participer à ce webinaire. Merci pour cette invitation. Pour ce qui nous concerne, je suis musicien, initiateur de plusieurs projets, enfin tous les projets menés par la compagnie. On est une compagnie pluridisciplinaire. On intervient à peu près 25-30 personnes par an selon les projets. Et puis, comme Albin et Lise l'ont évoqué, on s'est retrouvés, nous, l'année dernière, aussi un petit peu coincé. Et puis moi, je me suis retrouvé, on était entre 2 tournées en Amérique du Nord et je me suis retrouvé coincé, on va dire, mais littéralement coincé au Canada. Et pendant ce temps-là, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu de nombreuses propositions de diffusion en ligne. Alors, je trouvais ça, venant de l'Europe, alors étant au Canada, je trouvais ça un peu étrange parce que le Canada était, les répercussions de la crise se sont faites sentir plus tard.
Alors, et puis on croyait toujours, enfin je croyais toujours à ce que on allait pouvoir continuer nos tournées en Amérique du Nord. Et puis, donc, je donnais pas particulièrement de suite à ces propositions. Puis le confinement, enfin, je suis rentré en France, etc. Et il se trouve que je travaille aussi avec deux agentes, une pour la Chine et une pour l'Amérique du Nord. Et on avait des demandes qui étaient de plus en plus concrètes, notamment pour la Chine, d'ateliers en ligne et puis de diffusion, etc. Jusqu'à, grosso modo, jusqu'à la fin de l'été, j'ai pas le numérique enfin on travaille par exemple, on utilise l'outil numérique dans nos spectacles depuis fort longtemps. Après, ce que je trouve en tant qu'artiste et en tant que créateur de spectacles, ce qui me paraît être le plus important et ce qui me paraît être fondamental dans le spectacle vivant, c'est le terme vivant quelque part, et aussi le spectacle pour moi c'est une rencontre entre le public, une œuvre d'art des artistes et un lieu, en l'occurrence ce que ne permet pas le numérique. Donc c'est pour ça qu'en fait je donnais pas trop de suite à ces requêtes. Et puis avec une partie de l'équipe, on s'est mis à réfléchir davantage à ce qui pouvait être envisageable, comment on pourrait recréer justement ce lien et cette connexion avec le public, avec un public. Et puis on a réfléchi à une proposition qui a débouché sur des expérimentations qu'on a faites au mois de février dernier. En l'occurrence, on se retrouve avec, pour l'instant, on a 3 tournées qui ont été décalées, annulées, etc. en Amérique du Nord. Pareil, une en Chine, enfin voilà, pas mal de dates, etc. Et puis, avec certains partenaires, parce qu'on maintient quand même de liens depuis l'année dernière avec des structures et avec certains partenaires, on s'est dit, nous, on aimerait bien présenter quelque chose avec vous, mais on ne sait pas comment. Et justement, on est en train de réfléchir à une proposition de plateforme numérique, mais ce serait l'occasion de tester. Et puis, avec justement le Festival international du film de Toronto et puis l'Alliance française de Toronto, on a mis en place au mois de février dernier des représentations et des ateliers en ligne. Voilà. Pour le cadre général. Par rapport aux ateliers et aux représentations, en fait, ça découlait de réflexions qu'on avait eues avec d'autres partenaires internationaux, de voir comment on pouvait justement mettre en place une action culturelle et de pouvoir garder un lien ou maintenir un lien, parce que on parle de lien, etc. Et moi, je suis en relation notamment avec des structures en Turquie, par exemple, qui, depuis le début du confinement, des structures au niveau de l'éducation et des structures culturelles, depuis le début du confinement, n'ont aucune trace de certains enfants, par exemple. Et l'idée, c'était de pouvoir recréer, on va dire, de recréer des objets numériques qui font que on pouvait recréer du lien avec ces gamins qui avaient complètement disparu des radars, quoi. C'est une question qui nous est, on va dire, essentielle aussi, dans la mesure où on a développé un partenariat avec l'Université de Madrid, où on travaille sur justement des tutoriels au travers de l'éducation à l'image, etc., quoi. Voilà un petit peu pour faire court.
Concernant les ateliers et concernant le projet en ligne, ce qu'on voulait surtout, c'est on s'est focalisé sur 2 points essentiels. Le premier point, c'est l'interactivité. Comme je disais tout à l'heure, le rapport entre le public et nous, et surtout que ce ne soit pas juste une diffusion derrière un écran, comme on en voit beaucoup, et ce qui, en tous les cas, ne m'intéresse pas. Et le deuxième point, c'était de tabler sur une qualité d'image et de son en très haute diffusion, de manière à ce qu'on puisse aussi justement amener d'autres choses. On est musicien, on travaille autour de l'image, donc c'était, pour moi, ça me semblait être le minimum de diffusion en HD. Et à partir de là, eh bien, on a travaillé sur la réalisation de ces projets-là. C'est grosso modo, enfin, c'est une équipe, on a été 16 à travailler sur l'histoire. Et c'est nous qui avons tout géré, on va dire, de la gestion du flux, de la billetterie. On a mis en place une billetterie internationale. On a mis en place des partenariats avec deux plateformes de diffusion et avec la billetterie aussi, ce qui nous permettait d'avoir, on va dire, une gestion entière et complète du public. On a créé une sorte de salle virtuelle à l'intérieur de laquelle on a invité le public à nous rejoindre. Et à partir de là, eh bien, les échanges se sont faits. Ce qui était absolument troublant pour nous, en tous les cas en tant qu'artistes, c'était que dans les tests qu'on a pu faire, on pouvait se retrouver en sentant vraiment toutes les personnes qui étaient présentes de l'autre côté du flux. Et puis, voilà, quelque part, on a réussi à recréer cette interactivité-là. Et puis, à partir de ce moment-là, on a diffusé à partir de 2 plateformes, Livestorm et Twitch. D'abord Livestorm, qui était une plateforme, on va dire, qui permettait l'interactivité qu'on souhaitait, une interactivité entière et directe, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un chat comme sur toutes les plateformes, mais c'est surtout le fait qu'on puisse aussi amener les gens à venir être sur scène directement avec nous, et c'est ce qui nous paraissait intéressant. Et Twitch permet aussi une qualité de son et d'image exceptionnelle à partir du moment où, évidemment, en amont, on s'est prémuni d'un débit qui correspondait à une qualité d'image correcte, quoi. Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, on a tout mis en place et on a donc travaillé pour le public de l'Alliance française de Toronto. Par exemple, les ateliers étaient destinés à leurs adhérents. Donc, on a mis en place une billetterie gratuite et les spectacles étaient destinés à leur public et au public du Festival international de films. Et la billetterie, et donc, c'est donc eux qui en ont fait la promotion. Et c'est nous qui gérions en fait toutes les inscriptions, etc., quoi. Voilà, la billetterie était payante et c'est eux qui ont fixé les prix et c'est eux qui ont récupéré en direct aussi toutes les recettes. Nous, on a eu la chance de pouvoir, on va dire, on a eu un cachet comme ce qui était prévu au départ, y compris pour les ateliers. On a mis en place ce projet grâce à des financements du CNM et c'est nous, notre structure, qui avons investi sur nos fonds propres pour mettre ça en place parce qu'on part dans l'idée. On attend avec impatience le prochain appel à projet Culture Connectée pour pouvoir développer une plateforme numérique qu'on a déjà élaborée avec des partenaires européens et qu'on met aussi en place ici en France et en Nouvelle-Aquitaine avec des ateliers en ligne comme ça très prochainement. Alors, je vais vous présenter en partage d'écran, si c'est possible,
Toc, voilà. Jean-François, du coup, juste le Oui. temps que vous lanciez le partage d'écran, il faudra conclure, s'il vous plaît, pour 1 ou 2 minutes maximum. Bien sûr. Comme ça, on prendra les questions de la salle. D'accord. Eh bien, on commence par, hop, voilà, quelques images. Donc ça, c'est des images, on va dire, où on peut voir, où on peut voir, tac, 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 voilà. Est-ce que vous avez mes images à l'écran? Plus maintenant. Allô? Tout à l'heure, oui, plus maintenant. D'accord. Et là? Là, on voit Voilà. votre explorateur de fichiers. C'est bon. Pardon? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, alors là, en fait, c'est que dès qu'on touche, bon, pardon, hop, voilà, là, on peut voir le dispositif avec les différents postes, on va dire, de travail en premier plan, avec les différentes caméras. On avait 6 caméras avec 2 cadreurs et des caméras fixes, un réalisateur en direct, une personne qui gérait le flux et qui gérait aussi le public en direct. Ensuite, voilà, là, c'est quelques images de la régie, c'était un peu… voilà. On avait mis un côté donc pour les représentations du spectacle et on tournait la régie. On avait le côté atelier. Voilà un petit peu le côté atelier. De plus près, ce que ça donnait, une capture d'écran. Ce que ça donnait, voilà, ça… Tac. Ce qui permettait de, lorsque on avait fixé un accès, lorsque les gens se connectent en fait directement à la plateforme, des échanges en direct, voilà, grosso modo. Hop. Et pour faire très très vite, la présentation. Voilà. En 2 mots, on a expérimenté une forme à partir d'ateliers, par exemple, et de capsules qu'on a créées pour l'occasion. Pour le spectacle, c'était une forme aussi très particulière qui était adaptée au public de Toronto. Et puis là, on va chercher justement à développer davantage les capsules et à mettre un peu plus, on va dire, un peu plus en adéquation tout ce qui était rapport à l'écran, à la musique, aux musiciens, etc. Parce que ce qui était délicat dans notre spectacle, c'est qu'il y avait c'est un ciné-concert, donc il y avait de l'image, il y avait des musiciens, il y a un décor, il y a des jeux sur scène, etc. Donc voilà, de rendre tout ça en réalisation, c'était un jonglage assez, ça relevait d'un réel équilibre, quoi. Voilà. Merci Jean-François. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à vous manifester pour prendre la parole oralement. On a eu une première question de Sylvie de l'agence A, justement, à destination de Lise, concernant le nombre de personnes qui travaillaient sur ce projet. Donc, je pense que vous avez dit 6 tout à l'heure. Et surtout, quel est leur profil? Voilà. Alors oui, merci pour cette question. Alors, des profils variés. La personne qui est en charge de l'information et de la communication à la manufacture, pour tout ce qui est notamment technique, mais même pas que. 2 personnes à la médiation artistique et culturelle, donc sur cette question de composition des contenus.
2 autres personnes plus à l'administration, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a une question de droit assez complexe à traiter en fonction des types d'éléments qu'on produit, puisqu'on a composé des différentes capsules de danse, des formes d'articles, des podcasts, comme je le disais tout à l'heure, et tout ça dépend de droits différents. Donc, en termes de contractualisation, il y a un gros travail. Et puis, comme on l'a nommé, la recherche de financement a nécessité aussi d'écriture de dossiers, tout simplement. Donc, une part administrative forte aussi. Et si je n'oublie personne, ensuite, bon, il y a des relectures, c'est pour ça que je dis que presque toute l'équipe est engagée dessus. Et moi-même aussi sur la question de la composition des contenus, des agendas. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Sylvie, vous avez besoin de plus de précision? Non, c'est parfait pour moi. Merci Lise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Mathilde qui nous demande sur le fonctionnement des billetteries en ligne pour un live stream. Donc, je pense que c'est plutôt pour Jean-François. Oui. Nous, on a mis en place un partenariat avec WizEvent et c'est une billetterie internationale. Selon le pays où on se trouve, ils ont des agences en fait dans différents pays. Ce qui est pratique aussi pour les devises en fait, pour les transferts d'argent, etc. Donc, on a travaillé avec WizEvent en France et puis WizEvent au Canada. Parce ils ont une agence là-bas. Donc, on a travaillé en direct avec eux et il y a, on va dire, il y a une adhésion à payer et ensuite on voit aussi en fonction du nombre de personnes qu'on a en fonction de notre jauge en fait. Donc on paye aussi en fonction de ça, quoi. Voilà. Mathilde, est-ce que ça répond à votre interrogation? Vous avez besoin de plus de précision? En fait, du coup, les gens réservent avant d'accéder au live, ou c'est pour accéder au live, il faut payer? En fait, comment ça marche? Ça marche bien. Pour accéder au live payant, par exemple, on génère un lien et les gens s'inscrivent à partir de ce lien. Et c'est très très simple. Il suffit juste de cliquer. On a une sorte de pop-up qui s'affiche et à partir de là, on demande combien de places et puis on paye directement. En 2 clics, c'est fait. Et de là, en rentrant notre adresse email, on reçoit un lien avec notre place. À noter que c'est exactement comme une place de concert, c'est-à-dire que si ce lien, vous le transmettez à quelqu'un d'autre, eh ben, quand vous allez vouloir vous connecter, vous n'allez plus pouvoir parce que la personne sera déjà connectée avec votre lien. Ce sont des liens comme des places de concert. Voilà. Et la même chose pour des billetteries gratuites, où c'est un lien qu'on reçoit aussi, un lien individuel en fait. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, une question de Simon. Comment diffuser par le numérique lorsque l'on est musicien indépendant sans équipe technique ou label? Existe-t-il des plateformes de diffusion ou coopératives techniques? Est-ce que la région Nouvelle-Aquitaine accompagne? Jean-François, tout à l'heure vous avez évoqué par exemple Livestorm ou Twitch qui sont des plateformes a priori accessibles à tout un chacun. Est-ce que ça peut être des solutions? Alors, quand on est musicien, enfin sans équipe technique, il y a des plateformes qui existent comme Patreon par exemple aussi, qui permettent justement de diffuser et qui proposent aussi une qualité de flux, etc., qui est intéressante. Après, tout dépend de il y a beaucoup maintenant
Pas beaucoup. Il y a plusieurs types de plateformes comme Twitch, Patreon, et puis même d'autres comme Facebook ou d'autres encore qui permettent ce genre de choses. Donc après, tout dépend des objectifs qu'on se fixe en fait, et du type de public qu'on veut toucher, parce que ce soit Patreon ou Twitch par exemple, ce sont des réseaux qui commencent à fonctionner comme des réseaux sociaux. Donc ça demande à ce qu'il puisse y avoir, on va dire, un flux régulier de manière à avoir des followers, etc. Lise parlait de la question des droits, etc. Nous, depuis, on travaille avec un éditeur donc qui s'occupe des droits, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes ces questions-là qui sont sous-jacentes et qui sont aussi importantes en matière de droit d'auteur. Si on est créateur, c'est important c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi. Et je me permets peut-être de compléter la question concernant, si la région Nouvelle-Aquitaine accompagne la diffusion en ligne. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'accompagnons pas à l'équipement nécessaire pour une diffusion en ligne. Donc, on n'a pas de financement adapté pour s'équiper en termes de caméras, de diffusion streaming. Par contre, il y a des plateformes de diffusion qui se montent, qui peuvent être accompagnées par la région, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je pense à la plateforme Gaillard, dont on va vous remettre le lien, et qui est une plateforme de diffusion toute esthétique confondue, basée sur la blockchain, donc avec des modèles économiques pour les artistes qui sont également très intéressants. Et cependant, la crise sanitaire est venue bouleverser tout l'écosystème culturel. On comprend le besoin qui a émergé de diffusion et de maintenir le lien. Et c'est une question qui, du coup, intéresse la région et sur lesquelles on se penche pour les futurs dispositifs à venir. Mais actuellement, on ne sera pas en capacité d'accompagner un musicien indépendant pour s'équiper à une diffusion en ligne. Une question peut-être pour Albin. Du coup, on vous souhaite évidemment de pouvoir vivre une édition la plus normale possible pour 2021. Est-ce que vous avez quand même la volonté de poursuivre ces diffusions numériques? Non, en fait, faire des extraits, c'est avoir des extraits de 4-5 minutes, mais l'intégralité du concert, non, parce qu'en fait, c'est un budget autour de 7-8 000 euros minimum. Et justement, le streaming ne permet absolument pas d'amortir les coûts. Mais peut-être pour la suite, quoi. Vraiment, on reste ouvert, mais en tout cas, pas, cet été, il n'y aura pas de captation d'un concert entier. Mais par contre, vraiment, c'est ça, c'est des extraits de concerts, ou alors on devrait faire aussi à Bassivière un spectacle pour faire une web série. Voilà. D'accord. Et les petites, ce qui avait été mis en place lors du premier confinement, là, dont on a vu un extrait avec Arthur de Liéré, est-ce que c'est quelque chose qui peut être prolongé, qui peut être poursuivi, qui peut être renouvelé? Est-ce que de nouvelles formes vont être explorées, par exemple? Non, justement, quoi, en fait, là, on l'a vraiment exploré pendant le confinement, mais là où on s'est vraiment heurté, c'est qu'il n'y a pas de revenu en face. Il n'y a pas de revenu en face et c'est que on est obligé, en fait, pour que ça marche, il faut faire quelque chose avec une qualité forte. On oublie vraiment, il faut que le son soit parfait, il faut que la prise d'image soit parfaite, etc. Ça engendre des coûts hyper importants et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment pas trouvé les revenus qui permettent d'amortir ça. Et peut-être avec une captation télé, mais en tout cas, pour cet été, on n'a pas trouvé le moyen de pérenniser ces concerts en ligne. D'accord. Et puis la demande, après, c'est pareil, c'est que la demande, c'est hyper dur également de trouver le public.
Et puis cet été, je pense qu'on va essayer de faire surtout du en vrai. Ouais. Mais par contre, ce Jean-François, serait vous de vouliez la médiation, ce serait pas de concert pas de captation de concert d'intégralité. Par contre, plein de choses en médiation pour faire découvrir par. D'accord. Jean-François, vous vouliez réagir aux propos Oui, d'Albin? je voulais réagir à ce que je disais, Albin, qui est fort juste et très très important, que j'ai pas relevé lors de ma présentation. Nous, comme je vous l'ai dit, on était 16 pour réaliser ce projet-là, alors qu'en tournée on est 5 sur ce même projet. Et comme je vous l'ai dit, nous, on tenait absolument à ce qu'il y ait une qualité d'image et une qualité de son de très bonne qualité parce que justement c'était aussi un des enjeux de ce qu'on propose. Donc ça a un coût. Et ça a un coût élevé. Et en matière de redistribution et en matière de droits, puisque en tant qu'artiste, on est rétribué aussi sur les droits d'auteur, etc. Les droits en ligne, c'est dérisoire, ce serait un euphémisme. Mais c'est, enfin, voilà. Et c'est des coûts astronomiques. Et on a la chance, nous, dans notre équipe, de s'être attelés à la question et de pouvoir avoir des gens qui soient aussi bien, on va dire, au niveau de la vidéo, de l'image, réalisateur, etc. On a tout ça dans notre équipe. Je travaille avec une équipe formidable qui s'est investie aussi énormément. Donc, on a pu mettre ça en place. Mais il y a vraiment cette question de coût. Et on parle beaucoup de numérique, etc., mais ça revient extrêmement cher. Donc, faut voir après ce qu'on peut aussi nous permettre et nous proposer pour pouvoir avancer dans ces directions-là, parce que je trouve ça fabuleux, par exemple, ce qu'on est en train de mettre en place avec l'Université de Madrid, les procédés de plateforme, etc., surtout que ça rentre dans le cadre, en fait, des cursus des examens des étudiants, de travailler avec des structures, par exemple, quand je le disais tout à l'heure, en Turquie, etc. Et le but, même si on travaille sur un outil de plateforme d'éducation à l'image et au son, le but, c'est pas de rester derrière un écran, c'est d'amener ensuite à des réalisations concrètes, d'amener au spectacle vivant, et surtout d'amener des clés de compréhension. Quand on voit les enfants qui sont complètes, il n'y a aucune distinction entre leur téléphone, leur tablette et la réalité. C'est aussi, voilà, on essaye de donner des clés pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe, ce qu'ils voient, comment c'est fait aussi. Voilà un peu la démarche. Et donc pour tout ça, ben, on a besoin, c'est comme nous, on est en contact avec de nombreuses structures à l'étranger, mais le fait d'avoir des salles à moitié pleines ou au quart vide, plutôt au quart pleine, c'est pas rentable. Donc c'est pas possible enfin c'est toute une économie aussi à repenser. Donc le numérique c'est fantastique. Voir après comment justement on peut avancer, parce que c'est ce qu'on a des débats justement au sein de notre équipe, c'est une autre économie. Et voir quel est le prix que peut payer aussi une personne qui veut participer à un live stream, sachant que par exemple, nous on a été confrontés à des choses concrètes. On nous a dit, les gens font du concert en ligne depuis un an, depuis plus d'un an. Donc, c'est autre chose qu'ils veulent maintenant. Ouais. On peut changer un peu de sujet là. Il y a une question sur la logique contractuelle pour programmer une captation, une diffusion en direct. Donc là, ça s'adresse peut-être à vous trois, Lise, Jean-François, Albin. Il faut faire un contrat par entier de captation avec
Ouais, ouais, je pense que c'est obligatoire et il faut faire un contrat de captation qui est comme un contrat d'enregistrement et qui peut être avec une rémunération. Il faut faire absolument cette captation. C'est pas. C'était une question de Natacha. Est-ce que Natacha, vous avez besoin de précision? Vous avez... Oui, bonjour. Précision, en fait, si vous avez un modèle de ces contrats, pourquoi pas, je suis preneuse, nous sommes preneurs. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il faut un contrat de cession en plus du contrat de captation? Oui, mais oui. Parce que la question, c'est contrat de captation et d'enregistrement, mais en revanche, on fait également un contrat de cession, c'est-à-dire qu'on embauche l'artiste, on peut le considérer comme ça. Donc, voilà, est-ce que quelqu'un a eu ce cas de figure? Est-ce qu'il t'entend? Alors, je vais répondre en creux. Pour notre part, je le redis, au niveau du CDCN, on n'a pas fait de captation de spectacle. Hein. Donc, cette question-là, non. Et contrairement, je pense, à la fois avec Jean-François et Albin, nous, tout est en accès libre et dans les logiques, en tout cas financières, c'est des formes de... C'est des enveloppes de coproduction qu'on met sur nos commandes d'artistes, qui sont des commandes, en l'occurrence, commandes de contenu culturel. Donc, il n'y a pas de contrat de cession pour répondre. On n'est pas dans une logique de contrat de cession. On est plutôt dans une logique, par contre, de droit d'auteur, etc., etc. Mais voilà, nous, on ne rentre pas dans cette configuration en fait que vous questionnez. Ok, merci. Pour ce qui nous concerne, par contre, puisqu'on diffuse des spectacles, on est sur des contrats de cession. Par exemple, nous, tout ce qu'on a fait en ligne, ça n'est plus en ligne parce qu'on ne voulait pas le laisser en ligne pour toutes aussi des questions de droit et puis aussi des questions on va dire, de stratégie. Mais on est sur des contrats de cession avec les structures aussi. D'accord. En plus des contrats de captation. Mais ça veut dire que vous avez une clause à l'intérieur qui parle de cette fameuse captation exceptionnelle, enfin sur... Oui, tout à fait. Ok, avec le droit d'auteur. Après, il s'agit juste de s'entendre, au niveau des droits, parce que ça reste voilà, il y a plusieurs choses. Tout dépend aussi de la plateforme sur laquelle ça va être diffusé. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a des plateformes qui sont, on va dire, qui génèrent des droits auprès de la SACEM, qui sont reconnues par la SACEM. Il y a d'autres plateformes qui ne le sont pas et qui génèrent des droits différemment. Il y a la plateforme Gaillard qui a été évoquée. Eux, ils gèrent des droits différemment parce que eux-mêmes gèrent des droits artistiques. Donc après, il faut voir ça aussi avec les artistes concernés. Mais si vous avez besoin, on pourra en parler plus en détail. Oui, je veux bien. On parlait, c'était Lys Saladin qui faisait un clin d'œil au temps qui passait et à l'effet du temps. Effectivement, on cherche voilà, à garder du lien entre l'œuvre et le public, l'artiste et le public, mais aussi le lieu de diffusion et le public. Et donc, des fois, on se laisse tenter par ce genre de choses avec la physionomie d'équipe chez nous qui est très petite. Donc, on se retrouve confronté à des actions qu'on ne maîtrise pas jusqu'au bout, notamment sur le côté administratif. Donc, si on peut effectivement nous aider, si vous avez déjà des contrats, on n'a pas forcément toujours des réponses. Et afin de voir toutes les possibilités, voir ce qui correspondrait le plus pour nous, voilà. Si vous avez ça, oui, on est preneur. Après, moi, ce que je vous propose concrètement, énumérer clairement vos questions et puis on s'en reparle. Oui, votre mail, Jean-François, il est accessible depuis le site de votre compagnie? Oui. À ce moment-là, voilà, Natacha, le site a été diffusé, je crois, plus tôt dans la discussion de la conversation. Là. Voilà, vous l'avez noté? Très bien, voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers Jean-François. Mathilde qui interrogeait du coup Albin sur il vaut mieux faire un faux live
Donc, vous avez évoqué, Albin, tout à l'heure, les problèmes techniques que vous aviez rencontrés lors des premières pastilles là, avec Arthur de Lieré sur l'absence de live sur YouTube, sur le décalage entre le son et l'image. Donc, votre expérience, vous a amené du coup après à produire, enfin à diffuser des choses préenregistrées ou quand même à modifier votre méthode et infrastructure technique pour faire quand même du vrai live? Non, ouais, mais pour nous en fait le vrai live, on a pareil complètement abandonné pour les raisons techniques là dont on parlait tout à l'heure, mais également aussi pour en fait, je pense que le but, vu toujours le coût de ces captations, le but et même c'est dur de trouver aussi le public en direct. Par contre, en VOD, on a toute la vie de rencontrer le public. Et pour que ça reste, pour que la vidéo reste, il faut que la vidéo soit parfaite. Bon, on a dit techniquement, mais aussi artistiquement. Et un artiste refusera que sa vidéo reste si, par exemple, s'il y a des fausses notes, s'il y a des pins, et donc le fait de faire en conditions directes et s'il y a un pain artistique, on puisse faire une retouche ou refaire la pièce, ça permet que cette vidéo soit pérenne et on puisse la garder et la diffuser dans le temps. D'accord, merci. Mathilde, ça répond à votre question? Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lise, Jean-François ou Albin? Alors, Juliana demande, quelle plateforme conseillez-vous pour faire un faux live? Alors là, je suppose qu'une plateforme de vidéo telle YouTube, Vimeo, Dailymotion, Oui. c'est quoi encore, peut parfaitement convenir. Mm. Mais peut-être que Lise, Jean-François ou Albin, vous avez d'autres pistes? Il y a des outils justement pour faire du multi-chaîne qui permettent de diffuser sur toutes les plateformes en même temps. Je crois qu'il faut un abonnement. Et voilà. Juliana, vous avez besoin de plus de précision? Oui, bonjour. Oui, en fait, en tant que musicienne indépendant, je suis un peu perdue avec tout ça. Et je ne sais pas sur quelle plateforme c'est mieux se lancer pour faire un concert depuis la maison, sans structure, sans label. Et les faux live, il semble que c'est un peu plus sûr que les directs pour s'engager à faire quelque chose si on fait la publicité avant. Et je ne sais pas laquelle choisir parmi toutes les plateformes que vous avez évoquées ici. Si vous avez des conseils à donner, ça sera bien. Merci. Mais je pense que dans ces cas-là, si vous voulez faire quelque chose, j'imagine que vous devez avoir un profil ou une page Facebook, par exemple, ou un compte YouTube. Eh bien, il faut travailler à partir des outils que vous avez déjà et qui sont à votre disposition, en fait. Puisque à partir de là, ça pourra rester sur on va dire sur votre profil, ça pourra rester sur votre page et ce sera cohérent par rapport à ce que vous avez déjà en matière d'existant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller vers une autre plateforme, sauf si c'est quelque chose après que vous voulez développer de manière récurrente, auquel cas, je pense que ça vaudrait le coup de switcher vers d'autres plateformes. Mais si c'est de manière très épisodique et surtout un faux live, comme vous dites, autant le faire sur votre page Facebook. Vous évoquiez tout à l'heure, Jean-François, quand même la question des droits. Oui. Est-ce que du coup, des plateformes comme YouTube, Facebook, etc., permettent de protéger ces droits d'auteur? Alors, protéger, non. De générer, oui. De protéger, il y a des sociétés on va dire, d'auteurs, ou qu'elles soient reconnues comme la SACEM ou qu'elles soient indépendantes, bien que la SACEM soit indépendante. Donc ça, c'est pour protéger ces droits. On peut les protéger aussi de manière extrêmement, on va dire, personnelle et artisanale, avec des avocats, voilà.
Mais après, il y a des plateformes comme YouTube, comme Twitch, comme Facebook qui sont reconnues par la SACEM, par exemple, et qui ils ont la SACEM. Hein, enfin, je parle de la SACEM parce que je suis sociétaire SACEM, je suis sociétaire Spedida, Madami, etc. Donc, je sais que ce sont des plateformes, il y a eu des accords qui ont été conclus entre la SACEM et ces plateformes qui permet aussi à la SACEM de contrôler ce qui se passe hein, et de savoir comment. Et c'est en fonction du nombre de clics et du nombre de personnes qui ont assisté à la représentation qu'on est rétribué. En fait, voilà. D'accord, très bien. Les rémunérations sont très très maigres. Par exemple, pour YouTube, la rémunération pour quand on poste une vidéo, c'est 0,0001 par vidéo vue. Et en plus, il faut avoir, je crois, 1000 abonnés sur la chaîne YouTube avant d'avoir des abonnés, etc. Et en fait, il y a extrêmement peu de gens qui gagnent de l'argent avec des vidéos en streaming. Par contre, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas compter sur un revenu avec les plateformes. Par contre, c'est un super outil de promotion. Et ça permet justement une liberté totale de rencontrer son public. Tout à fait. Ok, merci. Alors Simon évoque les licences Creative Commons hein, qui permet de gérer ses droits d'auteur. Alors après, on est sur des modèles de licences libres qui permettent quand même de générer éventuellement des revenus. Hein, les deux ne sont pas exclusifs. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos intervenants? Dernière question? Non, pas de dernière question? Oui. Si, moi j'ai, alors on ne me voit pas, c'est pas grave. Concernant les droits d'auteur générés là, par la SACEM, si les gens ont payé un lien unique et non cessible, qui va payer la SACEM? Est-ce que je me fais comprendre? Oui. En fait, c'est l'organisateur. Nous, on a eu ça. En fait, la SACEM nous a demandé de payer. En fait, moi, j'ai reçu un petit mail de la SACEM disant qu'on devait payer 80. Moi, organisateur, on devait payer 80 € à la SACEM. Et 80 €, en fait, c'est un montant. Un forfait. Un forfait minimum. Et comme pour un concert, c'est en fonction des coûts, des recettes. Il y a un pourcentage, je crois, de 10%. Alors, mon autre question, c'est est-ce que le forfait SACEM, ça ne devrait pas s'adapter uniquement en cas de streaming gratuit et visible par tous? Plutôt payant. Je pense que déjà payant, ça serait logique parce que payant, il pourrait y avoir des revenus. Mais moi, j'avoue que j'avais envoyé un mail à la SACEM pour les traiter un peu en disant que nous, on avait un genou à terre. En fait, on avait vraiment, c'est que sur un coût d'une captation, ça qui coûtait 5000 €, on avait, je sais pas, on avait 300 € de recettes. Et de se dire que la SACEM prenait des frais dessus, moi, ça m'avait un peu écœuré. C'est-à-dire que là, on est vraiment à la version test et se dire que la SACEM, surtout nous en musique classique, où la majorité des compositeurs, c'est des gens comme Ravel qui sont morts il y a 100 ans. Et c'était un peu, moi, ça m'avait révulsé que la SACEM soit là un petit peu en croque-mort, surtout pour des revenus qui n'existent pas. Et je trouvais ça, moi, j'aurais dit que ça m'avait vraiment découragé aussi de faire ces concerts. Et ils ont répondu quoi? Je crois que je n'ai pas envoyé de mail parce que ça ne servait à rien, mais j'avais fait une belle lettre, ça avait fait du bien. Jean-François, peut-être une réaction? La SACEM, en tant qu'artiste, je trouve ça toujours terrible de voir tout ce qui est ponctionné et le peu qui nous revient, parce que c'est vraiment infime, de voir sur tout ce qui est diffusion en ligne, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dérisoire ce qui peut nous revenir. Donc après,
je pense, après, au-delà de ça, je pense qu'il y a des moyens de pouvoir s'entendre pour être aussi producteur. Je sais que des fois, on arrive à avoir des ententes avec la SACEM et ils sont tout à fait à même de nous entendre et de trouver des arrangements. Après, c'est vrai que c'est toujours dit, on va dire, dur à entendre et surtout à vivre quand on vient frapper à notre porte, qu'on est déjà dans des budgets extrêmement serrés, de s'entendre dire qu'on est redevable, surtout sur des sommes. Bon, voilà, ça reste. C'est un débat. Il y a une dernière chose que je voudrais quand même. On parle de faux live, etc. Et je reviens à l'idée première pour laquelle on a fait, on va dire, du numérique. C'était pour pouvoir recréer du lien. Juste pour vous donner une idée, tout ce qu'on a fait en ligne et ce qu'on a en place là avec les structures avec lesquelles on travaille, on avait délimité une durée, on va dire, d'1h30 pour nos représentations, par exemple. Elles ont duré au minimum 3 heures, en fait, et on s'en est pas rendu compte. C'est tout simplement parce qu'on laissait ensuite un temps de parole et un temps d'expression au public, c'est qu'il y a ce réel besoin aussi, cette envie d'échange, etc. Et je pense que c'est important de garder ce lien vivant et pour que le spectacle reste vivant. Ok, merci Jean-François. Je pense que ça peut faire une belle conclusion. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci surtout à nos 3 intervenants, donc Lise, Jean-François et Albin. Je vous invite à revenir régulièrement sur le site du service numérique culturel, donc numérique-culturel.fr, sur lequel sera mis en ligne une restitution de ce webinaire dans les, je sais pas, 15 prochains jours, peut-être. Oui, et vous serez notifié notamment via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire directement depuis le site si ce n'est pas déjà demandé lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Merci à vous. Merci encore Lise, merci Jean-François. Et puis bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.